Alors, bon après-midi à nouveau tout le monde. Nous poursuivons notre après-midi avec nos deux derniers conférenciers qui vont traiter de sujets très différents. Le deuxième sujet par Dr. No sera la détection et l'approche de la fibrillation auriculaire. Mais notre prochain conférencier est nul autre que Marc Carrier, que plusieurs d'entre vous avez déjà entendu à la SSVQ, qui est un expert mondial en thromboembolie veineuse, en particulier dans le domaine du cancer. On a demandé un petit CV à Marc et que je connais par cœur, bien sûr, mais le CV court a 6 pages pour vous donner une idée. Marc est mondialement connu, travaille à Ottawa et directeur du programme de thrombose de l'AFC. La liste de ses contributions professionnelles est extensive. Il est coéditeur du journal Journal of Thrombosis et Hémostasis, contribue à l'ISTH. D'ailleurs, il est directeur du module thromboembolie veineuse et cancer. Marc est à toute fin pratique actif dans toutes les grandes organisations et toutes les grandes revues d'hématologie thrombose sur la planète. Il est d'ailleurs secrétaire de Thrombose Canada. Marc est un homme fantastique avec une personnalité attachante qui est toujours prêt à collaborer. Il ne nous a jamais dit non. Pourtant, c'est un des hommes les plus occupés sur la planète. Puis, à toutes les fois qu'on l'invite, Marc accepte. Je suis toujours renversé que Marc nous accorde de son temps parce qu'il est extrêmement agréable et très connaissant, toujours au courant de tout ce qui se passe parce que, bien entendu, il est co-investigateur, sinon investigateur principal de toutes les études sur la planète qui ont trait à la thrombose et au cancer. Alors, il n'y a pas de meilleure personne dans l'univers pour nous parler de thrombose associée au cancer. Alors, Marc, je te laisse la parole. Bien, merci beaucoup, André. C'est très gentil comme introduction. Ça me fait toujours un grand plaisir de discuter de thrombose associée au cancer, puis ça me fait encore plus plaisir de discuter à la SSVQ. C'est un sujet qui est controversé, pour lequel il y a des données qui sont récentes. C'est un sujet qui évolue très, très rapidement. Alors, je vous remercie de l'invitation de présenter aujourd'hui. Puis, dans les prochaines 40 minutes, là, on va essayer de regarder les données probantes, comment ça se met dans les lignes directrices, puis comment on peut incorporer ça dans notre pratique clinique, puis échanger là, nos pratiques dans la période de questions et réponses. Avant de débuter, c'est toujours important de regarder à la divulgation des conflits d'intérêts du conférencier. J'ai reçu des honoraires et puis des fonds de recherche de différentes compagnies pharmaceutiques. Et puis, c'est important de savoir que les honoraires, et puis, les fonds de recherche sont déposés à l'Institut de recherche clinique de l'hôpital d'Ottawa, mais demeurent des conflits d'intérêts potentiels possibles là, que vous devez être au courant avant de débuter. Alors, ensemble, j'espère que ça va être une présentation qui va être informelle, mais j'aimerais ça qu'on ait une discussion par rapport aux données probantes sur l'épidémiologie de la maladie veineuse thromboembolique chez les patients atteints d'un cancer, à savoir est-ce que c'est fréquent ou non, est-ce que l'incidence augmente avec le temps ou non, puis si c'est le cas, pourquoi? Est-ce que c'est associé avec une morbidité et une mortalité importante? Est-ce qu'on a des pistes à savoir pourquoi c'est le cas? Et puis, si ce l'est, on doit commencer une anticoagulothérapie thérapeutique qui est efficace et qui est sécuritaire. Donc, on va regarder les données probantes existant sur l'efficacité et l'innocuité des HBPM, bien sûr, des AOD. On va vérifier ou on va faire un sommaire des 3 grands essais randomisés par rapport à ça. On va parler un petit peu des analyses ancillaires aussi. Et puis, on va regarder c'est quoi les grandes lignes directrices. La Société américaine d'hématologie a fait des lignes directrices spécifiquement pour la prévention et le traitement chez les patients atteints de thrombose, atteints d'un cancer. Donc, on va regarder ça. Puis après ça, on va dire comment on met tout ça ensemble pour intégrer ça dans la pratique clinique. Et puis, j'ai développé un petit algorithme à la toute fin qu'on pourra vérifier ensemble. Puis, ça va peut-être donner des pistes là, pour cibler l'anticoagulothérapie. J'ai pensé que c'était peut-être intéressant de débuter avec un cas. Fait que c'est un homme de 77 ans avec un antécédent de cancer de la prostate métastatique aux os et au cerveau. Il a récemment débuté un traitement
androgénique et le Taxel. Il se présente aux urgences avec un essoufflement progressif, une douleur thoracique qui est pleuritique. Vous pouvez voir que les signes vitaux au départ sont raisonnables, mais un petit peu tachycardique. Il respire rapidement, mais il sature bien à l'air ambiant. La formule sanguine complète est raisonnable pour le taux d'hémoglobine et de plaquettes, et puis la fonction rénale est aussi normale. Le patient, bien sûr, le médecin d'urgence pense que c'est possiblement une embolie pulmonaire, l'envoie pour avoir un CAT scan, et puis ça démontre, là, comme vous pouvez voir à votre droite, là, des embolies bilatérales segmentaires. Alors, le médecin d'urgence, à ce moment-là, pourrait vous contacter comme consultant de médecine interne, médecine vasculaire ou de thrombose ou d'hémato pour savoir quel anticoagulant à quelle dose doit-on débuter? Est-ce que le patient a besoin d'être hospitalisé ou non? Et puis, dépendant de s'il est hospitalisé ou non, est-ce que vous allez débuter une anticoagulation parentérale et orale? Et puis, quelle molécule vous allez choisir? Puis, comme vous savez, de façon générale, la maladie veineuse thromboembolique n'est pas très, très fréquente dans la population générale. On parle de 1 à 2 par 1000 patients. Mais aussitôt que les patients ou aussitôt qu'une personne a un diagnostic de cancer, on augmente le ratio de cote de 4 fois. Et puis, si ce patient-là débute une chimiothérapie, le ratio de cote est augmenté de 6 fois et demi. Donc, chez les patients atteints d'un cancer, c'est une complication qui est très fréquente. C'est pour ça que dans nos pratiques, on en voit souvent. Mais ce qui est intéressant, et puis qu'est-ce qui a été publié récemment dans Blood, le journal de la Société américaine d'hématologie, c'est que le risque de thrombose associée au cancer ou l'incidence augmente avec le temps. Et puis ça, c'est une étude utilisant des données danoises où ils ont pu identifier environ 500 000 patients qui avaient un nouveau diagnostic de cancer entre 1997 et 2017. Et puis, ils ont fait un match avec des patients qui n'avaient pas un cancer, 1,5 million de patients, puis ils les ont suivis avec le temps. Puis, vous pouvez voir avec le temps, là, de 1997 à 2017, il y a une augmentation, bien sûr, du risque de thrombose associée au cancer. Puis quand on regarde à l'incidence sur 6 mois ou le risque de maladie veineuse thromboembolique à 6 mois chez les patients atteints d'un cancer, c'est 12 fois plus élevé que la population générale. Et puis, si ces patients atteints d'un cancer-là débutent une chimiothérapie ou une thérapie ciblée, c'est 23 fois plus élevé. Donc, si vous regardez la diapo en face de vous, là, quand on voit l'accumulation ou l'incidence cumulative annuelle, on voit qu'il y a 3 fois plus de chances d'avoir la maladie veineuse thromboembolique. Et puis, encore une fois, si les patients débutent une chimiothérapie ou une thérapie ciblée, le risque est 6 fois plus élevé. Mais quand on part de 1997 à 2017, il y a une augmentation du risque qui est 3 fois plus élevée. Puis, c'est en raison de la partie pourquoi c'est quelque chose qu'on voit couramment dans nos pratiques cliniques, puis qu'on en voit probablement de plus en plus. Ce qui est intéressant avec l'incidence qui semble augmenter avec le temps, c'est semble être aussi associé avec une augmentation de la survie chez les patients qui sont atteints d'un cancer et une augmentation de l'utilisation des CT scans. Donc, on semble découvrir plus d'embolies pulmonaires fortuites parce que l'incidence d'embolie pulmonaire a augmenté avec le temps, mais le risque de TVP ou le risque de thrombophlébite profonde est demeuré stable. Donc, ça nous indique un peu quels sont les facteurs contribuant à l'augmentation du risque de la maladie veineuse thromboembolique chez les patients atteints d'un cancer. Puis, bien sûr, ce n'est pas juste une augmentation de la survie, une augmentation des scans, mais aussi le traitement a changé beaucoup. Et puis ici, vous allez voir l'incidence de la thrombose associée au cancer chez les patients qui vont recevoir un traitement systémique dans les 4 mois suivant le diagnostic. Vous pouvez voir la ligne rouge à toute fin, c'est ceux qui ont pas reçu de traitement. Donc, on regarde l'incidence cumulative annuelle de la maladie veineuse thromboembolique. Et puis, vous pouvez voir s'ils ont eu une chimiothérapie ou s'ils ont eu une thérapie ciblée ou s'ils ont eu l'immunothérapie. Ce risque-là va augmenter. Donc, non seulement les patients survivent plus longtemps, on utilise plus de CAT-scan pour faire des suivis de nos patients, donc plus de maladies veineuses thromboemboliques découvertes de façon fortuite. Mais en plus de ça, on utilise des traitements anti-cancer qui semblent être associés avec une augmentation du risque sous-jacent. Bien sûr, ce n'est pas tous les types de cancers qui sont les mêmes. Il y a certains types de cancers qui sont beaucoup plus
prothrombogéniques. Hein. On parle ou on pense rapidement au gliome, au cancer de l'estomac, de la jonction gastro-œsophagienne, du pancréas. Ici, je vous ai fait l'emphase sur le cancer du pancréas, qui a une incidence annuelle de 15 par 100 patients à l'année. Donc, presque un patient sur 5 va avoir une complication thrombotique lors de la prise en charge. Et puis, c'est important de penser à l'augmentation du risque chez ces patients-là, mais quand vous avez une réflexion là, de qui vous voyez en pratique clinique, qui qu'on voit en soins ambulatoires ou lorsqu'ils sont hospitalisés, oui, on voit des patients atteints d'un cancer du pancréas, mais la grande majorité de la charge ou le nombre total de TAV qu'on voit, c'est souvent chez les patients qui ont un cancer de la prostate ou un cancer du sein. Simplement parce que même si le risque sous-jacent de TAV chez ces patients qui ont ce cancer-là est plus petit, parce que ces cancers-là sont plus fréquents dans la population, on les voit beaucoup. Et puis c'est pour ça que dans le cas que je vous ai présenté, M. MT a un cancer de la prostate qui, on ne pense pas comme si c'était une tumeur très, très prothrombogénique, mais parce que c'est tellement fréquent dans la population, puis parce qu'on augmente la survie, on augmente le risque de faire des scans, puis on commence à avoir des traitements chimiothérapeutiques qui sont associés avec un risque prothrombotique plus important, on voit souvent des TEV chez ces patients-là. C'est important de garder ça en ligne de compte quand on pense aux patients qui ont des nouveaux symptômes, parce que souvent, les patients ne vont pas nécessairement être au courant de c'est quoi les signes et symptômes d'une EP. Ils vont se présenter ou ils vont discuter avec leur médecin traitant d'une dyspnée progressive, mais ils vont penser que c'est résultat du cancer sous-jacent ou une complication de la chimiothérapie. Ils ne vont pas nécessairement penser à ça. Fait que lorsqu'on a une discussion avec les patients au suivi, c'est important d'allumer que ça peut être quand même une embolie pulmonaire parce que les risques sous-jacents ou la morbidité et la mortalité associée à la TEV chez les patients avec un cancer est très grande. Et puis, c'est une diapo qui est controversée pour lesquelles on dit ici à Locke Coronac, lorsqu'il était à Rochester, à New York, a fait une étude d'observation où est-ce qu'il a suivi les patients, puis démontre que les gens qui ont une thrombose artérielle ou veineuse, c'est vraiment la deuxième cause de décès chez les patients atteints d'un cancer, la même chose que l'infection ou la septicémie, deuxième après l'évolution du cancer sous-jacent. Et puis, j'utilise cette diapo-là, encore une fois, pour dire que souvent, quand on se présente dans les différents hôpitaux ou est-ce qu'on va dans les centres où les gens reçoivent la chimiothérapie, puis on a une discussion avec les patients, ou même les professionnels de la santé, pharmaciens, pharmaciennes, infirmiers, infirmières, médecins, souvent, les gens vont être au courant des signes et symptômes d'infection. Ils savent que s'ils ne se sentent pas bien, ils prennent leur température, c'est élevé, ils doivent aller voir un médecin ou aller aux urgences. Mais si on demande à ces mêmes personnes-là, encore une fois, c'est quoi les signes et symptômes d'une EP, la plupart n'ont pas nécessairement d'idée c'est quoi. C'est pour ça qu'on en découvre de plus en plus de façon fortuite. Parce que lorsque vous voyez un patient qui a une embolie pulmonaire découverte de façon fortuite, on s'assied avec, on a une discussion, puis la grande majorité du temps, il y a des symptômes sous-jacents, mais il n'était pas au courant que ça pourrait être possiblement relié à une thromboembolie veineuse. Donc, pour essayer de diminuer la morbidité puis la mortalité associée à ça, c'est important de débuter une anticoagulation qui est thérapeutique le plus vite possible, même si c'est sur un patient qui a une suspicion, par exemple. Et puis, la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on a plein de médicaments maintenant qui sont extrêmement efficaces à diminuer le risque de maladie veineuse thromboembolique récidivante, qui est l'issue primaire d'efficacité, et puis qui n'est pas associé avec une augmentation du risque hémorragique majeur. Et puis ici, c'est l'évolution de l'anticoagulothérapie, de l'héparine aux héparines de bas poids, aux nouveaux AOD, aux anticoagulants directs oraux. On sait bien sûr que la pratique a changé au début des années 2000 quand l'essai CLOT a été publié. L'essai CLOT, c'est un essai qui a comparé l'aldaltaparine aux antagonistes de la vitamine K ou la warfarine. Et puis, depuis 20 ans, les HBPM sont souvent en première ligne pour la prise en charge d'une EP ou une TVP aiguë chez les patients qui sont atteints d'un cancer. Et puis, la raison pourquoi ces grandes lignes directrices-là, pendant 2 décennies presque, on dit ça, c'est parce qu'il y a 8 essais randomisés qui ont regardé à différentes HBPM, qui ont comparatisé ça avec les AVK ou la warfarine, et puis qui ont démontré que les gens qui ont reçu l'HBPM étaient associés avec une diminution du risque de TEV récidivante qui était statistiquement significatif, la moitié moins.
TAV récidivante, souvenez-vous, c'est toujours l'issue primaire d'efficacité pour toutes les études qu'on parle lorsqu'on parle de maladie veineuse thromboembolique chez les patients atteints d'un cancer. Et puis, quand on regarde l'innocuité, on peut voir que les HBPM étaient associés avec une diminution du risque d'hémorragie non majeure, mais cliniquement importante. Et puis, il n'y avait pas nécessairement de différence au niveau des hémorragies majeures. Donc, ça a vraiment amené à un changement dans les grandes lignes directrices où, à partir des débuts des années 2000 jusqu'à tout récemment, l'HBPM était en première ligne ou le médicament de choix pour débuter pour la thrombose associée au cancer. Mais dans les derniers 18 à 24 mois, il y a eu 5 essais randomisés qui ont comparé différents AOD aux HBPM et puis qui ont été publiés et puis maintenant incorporés dans les grandes lignes directrices. Et puis, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va réviser les 3 plus grands essais randomisés pour voir c'est quoi l'efficacité des AOD, c'est quoi l'innocuité et comment on peut incorporer ça dans la pratique en disant quel patient devrait commencer sur une thérapie parentérale versus thérapie orale, puis comment on fait le choix en pratique clinique. Je vous ai dit qu'il y avait 5 essais randomisés. Hein. Il y en a 2 pour le rivaroxaban, 2 pour l'apixaban, puis 1 pour l'édoxaban. Mais les 3 essais que vous voyez ici, c'est les 3 plus grands essais. Ocucay VTE Cancer, c'est le premier essai qui a été publié en février 2018 maintenant. Plus de 1000 patients, un essai de phase 3 ouvert de non-infériorité qui a comparé 5 jours d'HBPM suivi de l'édoxaban, une dose de 60 mg une fois par jour, réduction de la dose dépendant du poids, de la fonction rénale ou des interactions médicamenteuses. Et puis, le bras comparateur, c'était les HBPM, c'était la daltaparine aux doses de clot. Et puis, c'est toujours la daltaparine aux doses de clot pour tous les 5 grands essais randomisés. Donc, 200 unités par kilo par jour pour le premier mois, puis une réduction de la dose à 150 unités par kilo par jour après. Ce qui est différent de l'essai Ocucay VTE Cancer comparativement aux autres essais, c'est 2 choses. La première, c'est que l'issue primaire, c'est un issue combiné de maladie veineuse thromboembolique récidivante et d'hémorragie majeure. Donc, il va falloir regarder aux différentes composantes de l'issue primaire. Puis, la durée de traitement, c'était 12 mois. Donc, on va regarder aux événements qui ont arrêté après 6 mois parce que notre cerveau est câblé pour penser à des risques associés à 6 mois à cause que c'est généralement la durée du traitement dans les différents essais. L'étude SELECT-D, qui est une étude pilote, donc une taille d'échantillon beaucoup plus modeste, qui n'a pas été nécessairement faite pour pouvoir comparer les 2 bras, mais plus pour avoir un estimé du risque de maladie veineuse thromboembolique récidivante chez les gens qui ont reçu le rivaroxaban, en espérant ou en estimant que la borne supérieure de l'intervalle de confiance serait de moins de 8 parce que c'est ça qu'on s'attend avec la daltaparine. Hein. Mais en cours d'essai, ils ont décidé d'augmenter ça un petit peu à du 9 Donc, la taille de l'échantillon pour SELECT-D a passé de 530 à 406 patients. Et puis, ils ont comparé rivaroxaban aux doses de TVP et d'EP que vous connaissez, là, 15 mg POBID pour 21 jours suivi de 20 mg après, à la daltaparine, issue primaire TAV récidivante et 6 mois de suivi. Et la dernière grande étude, ou la plus grande des études, c'est Caravaggio, un essai ouvert de non-infériorité de phase 3, plus de 1000 patients encore une fois, qui a comparé l'apixaban aux doses de TVP et d'EP, donc 10 mg 2 fois par jour pour 7 jours, suivi de 5 mg 2 fois par jour, à la daltaparine, avec un issue primaire de TAV récidivante et de 6 mois. Donc, si on met ces 3 grands essais-là ensemble, et puis qu'on fait une analyse groupée, puis on regarde l'efficacité, la TAV récidivante, vous pouvez voir que de façon générale, les patients avec une thrombose associée au cancer qui ont reçu un AOD avaient une diminution du risque de TAV récidivante. Donc, ça semblait être plus efficace, un rapport de risque ou une diminution d'environ 30 à 32 mais ça vient avec un coût, une augmentation des hémorragies majeures. Puis quand on fait l'analyse groupée, on parle d'une augmentation du risque d'environ 36 mais vous pouvez voir, là, quand vous regardez aux hémorragies majeures, que c'est beaucoup plus hétérogène que pour l'efficacité, en voulant dire que peut-être Ocucay VTE Cancer et SELECT-D ont peut-être démontré un risque un peu plus important, puis ce n'était pas quelque chose qu'on a vu avec Caravaggio nécessairement. On va y revenir, mais c'est important à garder ça en tête, puis ça va être important aussi de garder ça en tête quand on va passer aux lignes directrices aussi. Les hémorragies majeures, c'est toujours l'issue de sécurité ou d'innocuité primaire,
Mais vous et moi, comme cliniciens, oui, c'est important les hémorragies majeures, mais on pense aussi beaucoup aux hémorragies non majeures, mais cliniquement importantes. On pense par exemple à un patient, M. MT, si on débute sur une anticoagulothérapie, il se présente aux urgences avec une hématurie, il a besoin d'un culot de transfusion, il a besoin d'une cystoscopie, il va avoir besoin d'une irrigation vésicale. Tout ça, c'est des choses qui sont cliniquement importantes, mais qui ne feraient pas la définition d'hémorragie majeure. Donc, il y a un autre issue qui est secondaire, c'est hémorragie non majeure, mais cliniquement importante. Et puis, vous pouvez voir ici que les gens qui ont reçu un AOD avaient une augmentation qui était non statistiquement significative, mais qui était quand même présente d'avoir ces hémorragies non majeures, mais cliniquement importantes. Et puis, ça va être important de disséquer un peu, puis savoir qui qu'on commence sur quoi. Fait que, comme clinicien, qu'est-ce qu'on doit avoir en tête? C'est différents facteurs qu'on doit prendre en ligne de compte pour faire un choix d'anticoagulothérapie. On vient de parler de l'efficacité, de l'innocuité. On a vu que si on prend une décision par rapport à un AOD ou une HBPM, il va peut-être avoir une augmentation de l'efficacité avec un AOD, mais peut-être une augmentation des hémorragies majeures et non majeures, mais cliniquement importantes aussi. Alors, comment qu'on fait pour prendre une décision, stratifier ça? La première chose que les gens vont penser, c'est souvent le type de cancer sous-jacent. Et puis, la raison pour ça, c'est quand on prend, si on retourne au QCIVT cancer, souvenez-vous, c'est l'essai randomisé de non-infériorité qui a comparé Doxaban à la dalteparine. Puis, on regarde aux hémorragies majeures, puis on regarde quelles sont les différentes composantes qui étaient différentes entre les deux groupes. On peut voir qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les hémorragies mortelles ou intracrâniennes. La grande différence entre les deux groupes, c'est une augmentation des hémorragies digestives hautes. Donc, les gens qui ont reçu l'étoxaban avaient plus de chances d'avoir une hémorragie digestive haute comparativement à ceux qui ont reçu la dalteparine. Et puis, quand on regarde une étude ancillaire de QCIVT cancer, où est-ce qu'ils ont stratifié le risque d'avoir une hémorragie majeure dépendant du type tumoral, vous pouvez voir à votre droite que chez les patients qui n'avaient pas un cancer gastro-intestinal, et à votre gauche, les patients qui avaient un cancer gastro-intestinal, donc ça commence à la gorge jusqu'à l'anus. Vous pouvez voir à votre droite qu'il n'y a pas vraiment de différence dans les hémorragies majeures pour les patients qui avaient un type de cancer qui n'était pas gastro-intestinal, mais qui avait une augmentation du rapport de risque chez les gens qui avaient un cancer gastro-intestinal qui était 4 fois plus élevé. Donc, il semble que les patients pour QCIVT cancer qui avaient un cancer gastro-intestinal étaient plus à risque d'avoir une hémorragie digestive haute. Et puis ça va être important parce qu'il y a certaines lignes directrices qui vont nous dire de faire attention avec ces types de tumeurs-là. C'est un petit peu la même histoire avec SELECT-D, donc une augmentation du risque d'hémorragie digestive chez les gens qui ont reçu le rivaroxaban. C'est important de savoir que pour SELECT-D, le comité aviseur d'innocuité a dit aux investigateurs en 2016 d'arrêter d'inclure des patients avec un cancer gastrique ou de la jonction aussi. Donc, ça pourrait peut-être, quand on regarde aux chiffres finaux, là, ça pourrait peut-être avoir diminué un petit peu le risque parce qu'il y avait probablement déjà vu un signal par rapport à cette histoire-là. Puis, ce qui est important avec SELECT-D, c'est quand on regarde aux hémorragies non majeures mais cliniquement importantes, on voit qu'il y a une augmentation significative chez les gens qui ont reçu le rivaroxaban, donc une augmentation du risque absolu d'environ 9 %. Et puis, 50 % de ces gens-là ont eu des saignements urothéliales chez des patients qui avaient une tumeur génito-urinaire. Donc, encore une fois, comme clinicien, on va se dire, bien, si on a un patient qui a une tumeur qui n'a peut-être pas été resectée au niveau de la vessie, on va peut-être se garder une petite gêne avant de commencer un anticoagulant oraux direct. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas du tout le cas avec l'étude Caravaggio. Alors, l'étude Caravaggio n'a pas démontré de différence au niveau des hémorragies majeures de façon globale, mais même quand on regarde aux différents sites d'hémorragie majeure, puis on regarde aux hémorragies digestives, qu'ils soient hautes ou basses, il n'y a pas de différence entre les gens qui ont reçu l'apixaban ou la dalteparine. Est-ce que c'est parce que l'apixaban est donné 2 fois par jour, donc les niveaux seuil sont un peu plus élevés, mais les niveaux pics sont un petit peu plus bas? C'est possible. Est-ce que c'est parce qu'il y a des différents types de types tumorales et différents stages, puis que la randomisation n'est pas nécessairement stratifiée pour ça? C'est possible aussi. Mais de façon générale, quand on regarde l'étude ancillaire de segments de Caravaggio, c'était très, très rassurant.
Et puis, il n'y avait pas vraiment de différence qui était très, très notable au niveau des hémorragies majeures entre la molécule d'apixaban ou la dalteparine. Et puis, il y avait peut-être des petites différences au niveau des hémorragies non majeures, mais cliniquement importantes, mais c'est des choses qu'on connaissait déjà. Donc, les questions, le jury est toujours en délibération à savoir exactement, mais de façon générale, c'est des données qui sont très rassurantes et pour lesquelles les cliniciens peuvent utiliser aussi en pratique courante. L'autre chose à se souvenir, c'est est-ce qu'on devrait utiliser un AOD ou une HBPM chez les patients qui ont des métastases au niveau du système nerveux central? Monsieur MT a des métastases au niveau du cerveau. Est-ce qu'on se sent confortable à utiliser une HBPM ou un AOD? Quelles sont les données probantes? C'est une question qui est très, très importante parce que si vous regardez au Cousaviti Cancer ou SELECT-D, il y a un très, très petit nombre de patients inclus qui avaient des métastases cérébrales ou qui avaient un cancer du cerveau. Ces patients-là étaient exclus de Caravaggio complètement. Donc, on n'a pas vraiment beaucoup de données probantes pour nous rassurer. Qu'est-ce que les grandes lignes directrices disent? Bien, si vous regardez les lignes directrices de la Société américaine d'oncologie clinique, ils vont vous dire que si un patient a des métastases et puis qu'il y a une nouvelle indication pour une anticoagulothérapie complète à cause d'un nouveau diagnostic, disons une EP, comme M. MT, bien, on va débuter une anticoagulothérapie. Et puis, ces recommandations-là sont faites avec des données qui ne sont pas nécessairement de très bonne qualité d'observation, mais c'est les seules données qu'on a pour faire une décision clinique. Jeff Zwicker et ses collègues de Boston ont fait une revue systématique et puis on dit chez les patients qui ont des métastases cérébrales, qui ont une anticoagulothérapie, qui ont une raison pour avoir une anticoagulothérapie, là on parle de HBPM et antagoniste de la vitamine K, puis on regarde au risque d'avoir un segment intracrânien, mais il n'y a pas vraiment de différence avec un ratio de cote de 1,1, disons. Donc, basé là-dessus, ça ne semble pas être une augmentation du risque sous-jacent. Donc, les lignes directrices disent, oui, vous pouvez commencer une anticoagulothérapie, mais qu'est-ce qu'on va commencer? Est-ce que vous préférez commencer une HBPM parce que peut-être que la demi-vie est un peu moins longue? Et puis, comme clinicien, on se sent des fois un peu plus confortable à gérer un segment, peut-être, peut-être pas. Ou est-ce qu'on se sent confortable à utiliser un AOD parce qu'il y a d'autres bonnes données dans d'autres populations de patients comme la fibrillation auriculaire, par exemple, comparativement aux antagonistes d'AVK pour les segments intracrâniens, c'est controversé. Le même groupe a fait une petite étude d'observation qui a été publiée dans le JTH l'année dernière et qui démontre un peu, on s'entend que c'est une étude d'observation, ça génère des hypothèses, ce n'est pas des conclusions, puis c'est une petite taille d'échantillon. Mais encore une fois, avec cette étude-là, puis une étude plus récente d'Israël qui va être présentée à l'ISTH, on n'a pas d'autres données probantes bien qui vont nous aider. Mais chez 67 patients qui avaient un gliome et puis 105 patients qui avaient des métastases cérébrales, chez les patients qui avaient reçu soit un AOD, dans ce cas-là, c'était la majorité, c'était du rivaroxaban ou une HBPM, c'était l'enoxaparine parce que c'est les molécules qui sont plus utilisées aux États-Unis. On peut voir qu'il n'y avait pas vraiment de différence. Chez les gens qui avaient un gliome, il n'y avait aucune hémorragie cérébrale. Chez les patients qui avaient des métastases, il n'y avait pas de différence dans le risque sous-jacent d'hémorragie intracrânienne dans les deux groupes. Donc, des petites données qui sont un peu rassurantes. On a besoin de plus de données, c'est sûr. Mais de façon générale, si le patient n'a pas nécessairement une hémorragie dans ses métastases ou des risques sous-jacents qui sont inquiétants, je n'utilise pas nécessairement les métastases au niveau du système nerveux central comme quelque chose de très, très important qui va m'influencer dans le type d'anticoagulation que je vais débuter. L'autre chose qui est un petit peu plus important à se souvenir, c'est les interactions médicamenteuses, parce que c'est sûr que les AOD ont moins d'interactions que les antagonistes de la vitamine K, mais ils n'ont quand même plus qu'une HBPM. Et puis, les interactions à se souvenir, c'est qu'il va y avoir une métabolyse au niveau du cytochrome CYP3A4 et puis une absorption à travers la glycoprotéine P. Puis, si on a des inhibiteurs puissants des deux voies métaboliques, ça pourrait augmenter les concentrations plasmatiques, donc peut-être augmenter le risque d'avoir des hémorragies majeures. Et puis, si on a des inducteurs puissants des deux voies métaboliques, bien, ça diminue le risque, ça pourrait augmenter le risque sous-jacent de récidive. C'est pas quelque chose qui est, c'est quelque chose qui est plus théorique que pratique. On n'a pas beaucoup de données. On n'a certainement pas de données dans la thrombose associée au cancer. Dr. Wang et ses collègues avec l'ISTH vont nous présenter des nouvelles données
à l'ISTH en juillet. Donc, on va voir quelque chose un peu plus formel là, pour pouvoir discuter. Mais la plupart des données présentement viennent surtout de la fibrillation auriculaire. Puis, je vous montre une petite étude qui a été faite au Canada, en Ontario, en utilisant les données provinciales. Et puis, je pense que c'est important de le mentionner parce que c'est des données canadiennes, puis ça démontre un petit peu le point. Les investigateurs ont regardé c'est quoi le risque d'hospitalisation pour hémorragie chez les gens qui prennent un AOD puis qui ont reçu la clarithromycine pour laquelle il y a une interaction bien connue ou l'azithromycine pour laquelle il n'y a pas d'interaction, et puis voir si ces patients-là ont été hospitalisés pour des hémorragies dans les 30 jours suivant l'interaction médicamenteuse comme telle. Vous pouvez voir ici dans le tableau 2, là, à votre droite, que l'interaction médicamenteuse entre les AOD et la clarithromycine était associée avec un faible risque, mais un risque qui était quand même statistiquement significatif d'hémorragie majeure et d'être hospitalisé pour avoir des complications hémorragiques. Donc, simplement pour vous dire que c'est quelque chose à se souvenir. On a des collègues pharmaciens et pharmaciennes qu'on peut consulter. Souvent, des fois aussi, on peut utiliser le lexicom ou quelque chose qui pourrait nous donner des pistes. Puis chez les patients atteints d'un cancer, c'est important parce que souvent, ils vont avoir plusieurs types de chimiothérapie qui vont être données dans un contexte peut-être une dysfonction rénale ou hépatique. Il y a plusieurs composantes. Donc, quand j'ai des doutes, je consulte mon pharmacien, ma pharmacienne, ou si ça vient qu'il y a une interaction, on peut utiliser quelque chose de différent parce que différents AOD vont avoir différentes interactions, puis il y a certainement une différence entre un AOD puis une HBPM. Et puis la dernière chose à se souvenir, c'est la perspective du patient, bien sûr, parce que les patients, quand ils viennent nous voir, ils ne se voient pas vraiment comme un patient de médecine vasculaire ou de thrombose, ils se voient comme un patient atteint d'un cancer en tout premier lieu. Donc, les premières choses qu'ils pensent, c'est quoi les attributs les plus importants? C'est faites n'importe quoi, mais n'interférez pas avec le traitement anticancéreux ou ne reportez pas la chirurgie, ne changez pas ma chimiothérapie ou ma thérapie ciblée. Bien sûr, après ça, c'est l'efficacité, l'innocuité. Puis, en dernier lieu, c'est la voie d'administration. Et puis, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que souvent, je vais passer d'une voie parentérale, orale ou vice-versa avec un patient. Puis, il suffit d'expliquer pourquoi ou c'est quoi les raisons sous-jacentes. Et puis, souvent, les gens vont être bien confortables avec ça. Ce n'est pas quelque chose qui est hors de l'ordinaire dans tout le contexte d'un traitement pour un cancer sous-jacent. Vous voyez ici la référence, hein, c'est Simon Noble en 2015. Vous dites sûrement, oui, mais Marc, il a fait de l'étude qualitative quand que la première ligne, c'était une HBPM de toute façon. On n'avait pas vraiment de choix. Mais ils ont fait la même étude. Ils ont fait des interviews de patients avec SELECT-D. Vous vous souvenez de l'étude qui a comparé le rivaroxaban avec les HBPM. Et puis, ils ont trouvé plus ou moins les mêmes choses. C'est sûr qu'un patient va préférer un comprimé comparativement à une injection. Mais de façon générale, dans le contexte plus important d'un traitement contre le cancer, c'est quelque chose pour lequel ils vont facilement accepter. Et puis, ce que j'aime de Simon Noble, c'est qu'il fait beaucoup d'études qualitatives, mais aussi il fait beaucoup d'études au niveau de la fin de vie. Et puis, récemment, il a publié une petite étude que je voulais partager avec vous chez les patients qui avaient une thrombose associée au cancer, mais en fin de vie. Et puis, la raison pour laquelle je voulais la partager avec vous, c'est que moi, personnellement, ça a changé un petit peu ma pratique ou ça m'a donné une perspective qui est un petit peu différente. Donc, ils ont suivi 457 patients avec une TEV et puis ils ont suivi au long cours et puis ils ont tenu qui a continué l'anticoagulothérapie jusqu'à la toute fin et puis quand est-ce que l'anticoagulothérapie était terminée. Et puis, ils ont essayé de voir si les gens qui ont arrêté l'anticoagulothérapie, est-ce qu'il y a eu des signes et symptômes de TEV récidivante? Et puis, chez les gens qui ont continué l'anticoagulothérapie, est-ce qu'il y a eu des signes et symptômes d'hémorragie? Bien, la chose, ce que j'ai trouvé le fascinant, c'est que la grande majorité des patients ont continué les anticoagulants jusqu'à la toute fin. Et puis, chez les patients qui avaient arrêté un petit peu avant, vous pouvez voir, il n'y a pas eu de personne, là, on parle quand même des petits chiffres, là, une étude d'observation, mais il n'y a pas eu personne qui a eu des signes et symptômes de maladie veineuse thromboembolique récidivante. Et puis, chez tous ceux qui ont continué jusqu'à la toute fin, environ 5 des patients ont eu des signes et symptômes d'hémorragie non majeure, mais cliniquement importantes, qui sont importantes pour le patient aussi, mais pour leurs proches, hein, à toute fin de la vie. Puis la grande majorité de ces
de ces segments-là sont arrivés dans la dernière semaine. Fait que de façon générale, je pense que comme clinicien, c'est sûr qu'on regarde est-ce que l'anticoagulothérapie va amener à une diminution des symptômes quand les gens sont en soins de vie, mais aussi est-ce que c'est quand le diagnostic, est-ce que c'est récent ou non? Je pense que quand les gens commencent à être en fin de vie, puis ils n'ont plus nécessairement de symptômes sous-jacents, puis ça fait 1, 3, 6 mois qu'ils ont eu leur événement, je pense que continuer l'anticoagulothérapie jusqu'à la toute fin amène peut-être à plus de risques que de bénéfices sur ces patients-là. C'est juste quelque chose à se souvenir parce que les recommandations qui sont maintenant les plus récentes, c'est les recommandations de H, qui regardaient la prévention et le traitement chez les patients atteints d'un cancer. Et puis, ils ont stratifié en 3 différentes parties. Donc, le traitement initial, les premiers 5 à 7 jours, le traitement à court terme, dans les premiers 3 à 6 mois, et puis le traitement au long cours, plus de 6 mois. Pour le traitement initial, ils recommandent soit un AOD ou une HBPM. Puis si on prend l'AOD, bien sûr, c'est soit l'apixaban ou le rivaroxaban. Souvenez-vous, parce que pour l'édoxaban, il y a 5 jours d'HBPM ou d'anticoagulation parentérale avant. Et puis, au long cours, maintenant, ils suggèrent un AOD plutôt qu'une HBPM pour les différentes raisons qu'on a mentionnées. Mais quand on regarde le texte, ils vont nous dire qu'il faut faire quand même attention aux interactions médicamenteuses, il faut faire attention s'il y a un cancer gastro-intestinal ou génito-urinaire qui n'a pas été resecté. Donc, les choses qu'on a passées à travers vont le suggérer aussi, mais de façon générale, probablement que la majorité des gens maintenant, ou la majorité des cliniciens commencent à se tourner vers un AOD plutôt qu'un HBPM pour la plupart des patients qui ont une thrombose associée au cancer. C'est sûr que les données sont plus probantes pour l'apixaban puis l'édoxaban. Le rivaroxaban, il y a 2 petites études randomisées, Castadiva qui a été présentée à ECTIC, et puis Selecdi qu'on a déjà vu. Donc, c'est quand même justifié de l'utiliser. Il n'y a pas d'essai phase 3 comme tel. Et puis, je pense que de façon générale, quand on intègre les lignes directrices en pratique, oui, on va favoriser un AOD probablement aux HBPM, mais il faut quand même faire attention au type de cancer sous-jacent, les toxicités gastro-intestinales, si on a des inquiétudes par rapport à l'absorption, s'il y a eu des resections, des interactions médicamenteuses et préférences du patient. Fait que j'ai essayé de vous mettre ça dans un petit algorithme, là, à savoir quand on a un patient qui se présente avec une thrombose associée au cancer, la première chose, est-ce qu'on peut l'anticoaguler? Si c'est le cas, ben, on passe à la prochaine étape. Bien sûr, si ce n'est pas le cas, on a une discussion qui est différente. Mais quels sont les facteurs de risque associés à une hémorragie ou une complication possible d'hémorragie? Ben, s'il y a une hémorragie récente, s'il est à haut risque de segments gastro-intestinaux, des angiopésies, des traitements qui pourraient donner une toxicité, une fonction hépatique qui est déclinante, une thrombocytopénie, tout ça doit être utilisé. Je ne vous dis pas qu'on utiliserait probablement une HBPM versus un AOD, mais tout ça doit être pris en compte lorsqu'on prend une décision avec le patient. Et puis, chez les patients qui n'ont pas nécessairement un cancer non resecté ou qui ont un cancer qui est non resecté du système gastro-intestinal ou génito-urinaire, avec les données qu'on a vues de façon générale, je vais débuter avec une HBPM, puis si les patients vont bien, éventuellement, je vais changer. Puis, ou sinon, je vais généralement débuter avec un AOD, s'assurer qu'il n'y a pas d'interaction médicamenteuse non plus. Mais ce qui est encore plus important, c'est de réévaluer nos patients régulièrement parce que les choses changent. Et puis, on pourrait passer d'un anticoagulant oral à un anticoagulant parentéral, par exemple. Donc, c'est des choses qui sont importantes. D'autres petits facteurs de risque à tenir en ligne de compte, la préférence du patient, on l'a vu, ce qui est couvert ou non par la RAMQ. J'assume que la plupart des gens sont du Québec, mais il y a sûrement des gens de l'Ontario puis des provinces maritimes aussi. Donc, qu'est-ce qui est couvert ou non va faire une grande différence. Est-ce que le patient est dans les extrêmes de poids, un poids de moins de 50 kg, de plus de 150 kg? Il va falloir faire attention. Quel type de cancer sous-jacent? Puis est-ce qu'on a des soucis par rapport à l'absorption s'il y a une résection? Ça pourrait nous dire on devrait peut-être utiliser cet AOD-là au lieu d'un autre ou peut-être utiliser quelque chose de parentéral. Mais ce que je voulais faire vraiment, c'est faire un survol un peu de l'épidémiologie, de se souvenir que c'est fréquent avec une morbidité et une mortalité, que les données les plus récentes démontrent qu'il y a une augmentation du risque avec le temps, fait que ça va juste devenir un problème qui est de plus en plus fréquent, que maintenant, on a plusieurs outils dans notre boîte à outils. On a les HBPM, on a aussi beaucoup d'AOD. Et puis vraiment, pour
faire une décision, il faut cibler, il faut regarder les caractéristiques de nos patients, puis prendre une décision souvent du cas par cas, et puis avoir une discussion avec le patient, puis être ouvert aussi au fait que ça peut changer pendant la prise en charge. Puis avec ça, je vais peut-être arrêter, puis on pourra discuter un peu. Merci beaucoup. Marc Carrier d'Ottawa vient de faire une revue à date et complète de l'anticoagulothérapie, soit sous-cutanée ou orale, dans les situations de thrombose reliées au cancer. On ouvre donc la période de questions. Il y en a plusieurs que je vais regrouper, Marc. La première, tu l'as abordée un peu, mais on va quand même y revenir. Il s'agit d'un patient, par exemple, je vais te lire la question, qui est atteint d'un cancer de la prostate. Le cas que tu as présenté, métastatique aux os, a fait une embolie pulmonaire traitée par fragment pendant 6 mois, puis Eliquis. Un contrôle de Saint-Ty démontre la résolution de l'embolie. Peut-on cesser l'anticoagulation? On pourrait élargir la question à quand arrêter l'anticoagulation dans des situations comme ça? Il y a plusieurs concepts dans cette question-là qui sont intéressantes. La première, c'est qu'il y a une Saint-Ty qui a été faite comme baseline, j'imagine, après 6 ou quelques mois d'anticoagulation pour savoir est-ce qu'il y a une résolution ou est-ce qu'il y a toujours une obstruction résiduelle. De façon générale, je fais l'image de base au cas où si le patient va se présenter avec une récidive, comme ça on peut comparer après le traitement aigu, mais je n'utilise pas nécessairement la résolution à la Saint-Ty ou à l'ultrason pour faire une décision. On pourra y revenir parce qu'il y a des petites données de SELECT-D qu'on pourra mentionner. Mais pour répondre à la question par rapport à la durée d'anticoagulation, de façon générale, présentement, les lignes directrices vont dire que c'est une durée d'anticoagulation qui est indéfinie. Donc, il faut vraiment s'assurer avec le patient, voir c'est quoi les risques et les bénéfices associés, avoir la préférence du patient, puis bien sûr, les coûts associés à l'anticoagulothérapie. La raison pour laquelle c'est indéfini, c'est un petit peu d'extrapoler des données chez les patients qui ont une maladie veineuse thromboembolique non provoquée, ou est-ce qu'on dit il y a un facteur de risque qui est persistant. Donc, si on arrête l'anticoagulothérapie, le risque de récidive serait peut-être plus important que chez d'autres personnes. Fait que de façon générale, on continuerait une anticoagulothérapie. Ce patient-là était sur la l'apixaban en prévention secondaire. La question se pose, est-ce qu'on continue une prévention secondaire sur une dose de 5 mg ou 2,5 mg 2 fois par jour? On n'a pas encore les données pour ça, mais il y a 2 essais randomisés en cours, APICAT en Europe, puis on commence là, au Canada à randomiser les patients. Et puis Yves aux États-Unis, où les patients, après 6 mois d'anticoagulothérapie, sont randomisés à 5 ou 2,5 mg d'apixaban et puis suivis pour un autre 12 mois. Fait qu'on va avoir un petit peu de données. Pour revenir à la résolution là, de l'obstruction veineuse après 6 mois d'anticoagulothérapie, on n'a pas eu le temps d'en parler, André, mais comme tu sais, il y a une deuxième randomisation à SELECT-D. Et puis SELECT-D, vous vous souvenez, c'est rivaroxaban versus les HBPM, mais après 6 mois, ils voulaient faire une deuxième randomisation, puis randomiser les gens qui avaient eu une embolie pulmonaire ou qui avaient des caillots non occlusifs résiduels à l'ultrason, à continuer le rivaroxaban ou à arrêter. Et puis ceux pour lesquels il n'y avait pas qui avaient une TVP, puis qu'il n'y avait pas d'obstruction résiduelle à l'ultrason à 6 mois, d'arrêter complètement. Chez les gens, là, on parle qu'ils ont été obligés d'arrêter la deuxième randomisation parce qu'il n'y a pas eu assez de gens qui ont été inclus. Là, on parle de 94 patients. Fait que ce n'est pas des lignes directrices, on parle d'hypothèses, encore une fois. Mais il n'y avait pas beaucoup de récidives chez les gens qui n'avaient pas eu d'obstruction résiduelle. Ça, c'est une chose qu'on peut garder. Mais pour les gens qui avaient une embolie pulmonaire initiale ou qui avaient une obstruction résiduelle à l'ultrason de contrôle à 6 mois, il y avait un risque de récidive d'environ 10 là, ces prochains 6 mois. Puis ça, c'était complètement diminué avec un rapport de risque de 0,1 chez les gens qui avaient reçu le rivaroxaban. Donc, pour ça, pour dire que de façon générale, une durée indéfinie tant que les facteurs de risque sont. Fait que M. MT, malheureusement, parce qu'il y a un cancer métastatique, j'aurais tendance à continuer une anticoagulothérapie au long cours si c'est possible. Merci, Marc. Une petite question intéressante qui revient souvent. Est-ce que le cancer du pancréas ou des voies biliaires, ça fait partie des tumeurs digestives? Oui. Fait qu'au départ, quand on avait juste SELECT-D, on disait que oui. On disait que, parce que, souvenez-vous, on avait juste ces 14 patients-là qui avaient eu plus d'hémorragie digestive haute
puis qu'il y avait un cancer gastro-intestinal sous-jacent. Mais maintenant qu'on a 5 essais randomisés, et puis quand on regarde dans les différents sous-groupes, les patients qui ont un cancer des voies biliaires ou pancréatiques, là, je ne les compte plus comme gastro-intestinal comme tel. C'est vraiment les gens qui ont une tumeur de la lumière du système gastro-intestinal qui n'a pas été resecté. Puis ça va bien sûr être différent si c'est un cancer gastrique versus du côlon aussi. Fait qu'il faut vraiment faire du cas par cas à ce niveau-là. Merci. Une question, en fait, plusieurs questions regroupées. En post-chirurgie, est-ce que c'est les mêmes considérations, c'est-à-dire donc un cancer digestif non opéré, j'imagine qu'il y a un risque de segment. Après la chirurgie, est-ce que la considération est différente vu que la tumeur est resséquée? Oui, de façon générale, je pense que resséqués ou non, ces patients-là sont à haut risque, mais ne sont pas plus à haut risque avec une HBPM ou avec un AOD, ou du moins c'est ce que l'étude ancillaire de Caravaggio pour les segments nous a démontré. Fait que de façon générale, une fois que le cancer a été resséqué, je me sens confortable à commencer un AOD. Il faut juste faire attention parce que certains AOD qui vont être surtout absorbés au niveau de l'estomac ou de la première partie du duodénum. L'édoxaban, le rivaroxaban. Fait que si on est inquiet un peu, puis il y a une résection de ces parties de l'estomac, peut-être que j'utiliserais quelque chose d'autre. Peut-être l'apixaban à ce moment-là où l'absorption est plus au niveau de l'intestin grêle plus distal ou du côlon ascendant. Fait que, on peut toujours faire des niveaux si on est inquiet, mais ce n'est pas tout le temps qu'on peut faire des niveaux, puis il n'y a pas vraiment de corrélation. Et de façon générale, j'essaie de trouver un AOD pour lesquels je serais moins inquiet par rapport à l'absorption. Merci. Une petite question, est-ce que l'immunothérapie, Marc, augmente le risque de thrombose par rapport ou en addition à la chimio? Oui, puis il y a de plus en plus d'études qui démontrent ça. Fait qu'il y a une belle étude dans Blood, dans le JTH. L'étude que je vous ai montrée, là, le risque de TEV associé au cancer était le plus élevé avec l'immunothérapie dans les 4 mois suivant un diagnostic. Fait que c'est vraiment un facteur de risque qui est important, qui augmente le risque sous-jacent. Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de gens qui ont reçu de l'immunothérapie dans les grands essais randomisés. Donc, ça laisse un petit peu là, des questions ouvertes là, pour lesquelles comment prendre, c'est quoi la meilleure prise en charge. OK. Une question peut-être litigieuse. Y a-t-il réellement un contexte où l'apixaban n'est pas préférable à l'édoxaban ou au rivaroxaban? J'ai pas tendance à considérer les différents AOD en étant très, très différents de façon générale. C'est une question qui est un peu litigieuse, je suis d'accord. Fait que je me sentirais confortable à utiliser l'apixaban dans la grande majorité des cas. C'est sûr que, par exemple, si un patient préférait avoir un médicament une fois par jour, c'est quelque chose qu'on pourrait considérer. Mais de façon générale, je ne vois pas beaucoup de différence. Puis, vous savez, les différentes lignes directrices ne font pas non plus beaucoup de différence entre les différents AOD. Fait que moi, comme tel, j'aimerais mieux utiliser, ou je préfère que mes collègues ou que vous utilisez quelque chose que vous êtes confortable. Fait que si vous utilisez l'apixaban et vous vous sentez confortable avec ça, il n'y a pas de problème. Si vous utilisez le Rivaro, il n'y a pas de problème non plus. Les seules choses qui restent à se souvenir, c'est qu'il y en a qui sont 1 fois par jour, 2 fois par jour. Puis les interactions médicamenteuses, des fois, sont un petit peu différentes d'un AOD à l'autre. Donc, si on peut avoir un pharmacien, pharmacienne qui peut nous aider ou un outil là, sur le web, ça peut être utile. Tu pourras aussi faire une carrière de diplomate éventuellement, Marc. Politicien. C'est ça. Non, diplomate, c'est mieux. Une question, la réponse peut être 6 mois, mais qu'est-ce que tu penses des cancers en rémission où on désire arrêter le traitement pour une raison ou pour une autre, le désir du patient ou peu importe? Est-ce qu'il y a un chiffre magique pour un cancer en rémission? Puis ça veut dire quoi pour toi, en résumé, un cancer en rémission? Oui. Fait que, il y a plusieurs volets à cette question-là aussi. Fait que de façon générale, un cancer en rémission, je me sens confortable à arrêter l'anticoagulothérapie si l'onco se sent aussi confortable d'arrêter les traitements avec une surveillance, là, disons, par scan ou avec des facteurs tumoraux.
généralement, je me sens confortable à arrêter. Il y a certains cancers qu'on ne pourra pas guérir, un lymphome folliculaire ou un cancer du poumon de stade 3 ou être à haut risque de récidive. C'est sûr que c'est une discussion avec le patient, mais de façon générale, lorsqu'il n'y a pas d'autres traitements sous-jacents, puis on est confortable de dire qu'il n'y a pas vraiment de signes sous-jacents de cancer évolutif, c'est pour une prévention secondaire à ce point-là. Fait que, je me dis à ce moment-là, est-ce qu'il y a vraiment des bénéfices associés? Quels sont les risques? Puis avoir une discussion avec le patient. Si le patient ou la patiente sont très, très inquiets d'avoir une récidive, ça répond à la question. Mais si d'un autre côté, ils me disent, tu sais, tes anticoagulants, je n'étais plus capable, ça répond à la question aussi. Fait que, de façon générale, si les oncos, quand ils font un arrêt de la chimiothérapie ou un chemo break où il n'y a pas de cancer évolutif, puis les choses sont stables, puis le patient a eu une anticoagulothérapie pour au moins 6 mois, je me sens confortable à arrêter. Marc, il y a une question sur les plaquettes. On n'a pas abordé ça, mais qu'est-ce que tu fais quand les plaquettes sont, mettons, en bas de 50 ou la question qui nous est posée, c'est en bas de 35. Qu'est-ce que tu proposes aux cliniciens comme conduite? Oui, il n'y a pas beaucoup de données probantes qui peuvent nous aider dans la pratique. On a encore des études d'observation pour lesquelles les médecins ont probablement fait une décision thérapeutique par rapport aux patients. Il y a une revue systématique qui a été publiée dans RPTH, si vous êtes intéressé, qui est un des journaux de la Société internationale de thrombose hémostase, qui font un peu un sommaire de tout ça. Et puis, avec ça, il y a eu un document, là, pas une ligne directrice, mais un guide un peu à savoir essayer d'aider le clinicien à voir qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là. De façon générale, ça dépend, c'était quand l'événement thromboembolique. Fait que si c'était il y a plus d'un mois, de façon générale, je me sentirais confortable à diminuer la dose d'anticoagulothérapie pendant que le patient est thrombocytopénique, puis de remonter une fois que les plaquettes remontent. Là, on parle d'une thrombocytopénie transitoire, là, pas d'une transplantation de cellules souches, des choses comme ça. Si c'est dans le premier mois, on sait que le risque de récidive est beaucoup plus important dans le premier mois. On sait ça de Clive Kieran, qui est les patients qui n'ont pas été traités. Donc, là, à ce moment-là, ça va dépendre c'est quoi le volume. Est-ce que c'était une thrombose héliofémorale ou une thrombose distale? Est-ce que c'est une embolie pulmonaire sous-massive? C'est quand le caillot est gros, j'ai tendance à être un petit peu plus agressif et si c'est possible, de continuer des doses d'anticoagulothérapie et puis peut-être de donner une transfusion plaquettaire si c'est possible à ce moment-là. Si c'est un TEV du membre supérieur sous-caté, je me sens confortable à diminuer la dose ou même l'arrêter si les plaquettes là, seraient moins de 30 ou de 20, dépendant du niveau seuil que vous utilisez, puis les recommencer, par exemple, à ce niveau-là. Ça, c'est la conduite qui est présentement recommandée par l'ISTH. À l'ISTH, il va y avoir une étude qui s'appelle TROVE, pour lesquelles ça va être important de voir, mais ils n'ont pas fait de transfusion. Ils ont juste fait une réduction de la dose, peu importe c'était quand le timing, si on veut, là, de l'embolie pulmonaire ou de la TVP, puis ils vont nous rapporter c'était quoi le risque de récidive puis segment. Parce que faire des transfusions, c'est associé aussi avec un risque associé aux transfusions qui n'est pas négligeable, qu'il faut tenir en ligne de compte. On va avoir un petit peu plus de données pour l'instant, mais de façon générale, si ça fait plus d'un mois, on diminue la dose, moitié de la dose ou intermédiaire entre 20 et 50, puis on arrête si c'est en bas de 20, puis on recommence quand les plaquettes remontent. Si c'est dans le premier mois, on est peut-être un petit peu plus agressif, puis si c'est un petit caillot, on peut faire la même chose. Puis si c'est un gros caillot, peut-être ça vaut la peine de continuer une anticoagulothérapie complète avec des transfusions. Merci, c'est une réponse très complète puis graduée en fonction de la grosseur de la thrombose puis du niveau de plaquettes. Merci. J'avais une question sur la thromboprophylaxie primaire. Je sais que tu es très intéressé, mais c'est quelque chose qui, pour l'instant, a l'air d'être très peu appliqué de ce que je peux constater dans le milieu médical. Est-ce que tu as des conseils pratiques à donner aux gens sur la sélection de patients qui devraient nécessiter une prophylaxie primaire? Oui, c'est pas facile, hein? Puis souvent, les gens sont occupés aussi. En onco, on a beaucoup de choses à penser. Puis la prophylaxie primaire, c'est pas nécessairement la bonne. C'est pas toujours c'est la première chose sur la liste. Et puis,
Je pense que certains types, on pourrait dire qu'il y a certains scores prédictifs, comme le score de Corona, qui peut nous aider, mais il y a certains types tumorales qui vont d'emblée avoir un score qui va être important. On pense, par exemple, on a parlé du cancer du pancréas. Bien, ces types de patients-là auraient un score de Corona qui serait élevé. Selon les lignes directrices, on devrait au moins discuter des signes et symptômes de la TEV pour qu'ils puissent venir à l'hôpital ou à l'urgence si en ont besoin. Puis chez ces patients-là, peut-être avoir une discussion de la thromboprophylaxie. Je pense que le plus gros problème de la thromboprophylaxie primaire, c'est la couverture. Puis ce n'est pas remboursé par la RAMQ ou par OIP. Fait qu'à cause de ça, les gens doivent payer pour quelque chose qu'ils n'ont pas nécessairement vécu. Alors, ce n'est pas quelque chose qui est facile nécessairement à faire tout le temps. Un petit peu, ça prend une discussion qui est un peu plus importante. Mais comme on a vu dans les premières diapos, ce n'est pas un problème qui s'en va, c'est un problème qui devient pire en pire. Fait que j'imagine qu'avec le temps, peut-être que quand les différentes molécules vont devenir génériques, puis les prix sous-jacents vont diminuer un peu, ça va peut-être être plus facile ou plus accessible pour certaines personnes. Mais de façon générale, dans mon centre, puis je suis biaisé parce que, comme tu as dit, j'étais très impliqué dans une étude de prévention primaire. Les oncos ils vont faire le score de Corona, puis j'ai des patients qui ont un score de Corona élevé, on va faire une consultation virtuelle où est-ce qu'on va avoir une discussion par rapport à l'éducation des signes et symptômes. Puis à Ottawa, présentement, il y a beaucoup de gens qui ont une couverture, il y a beaucoup de gens qui travaillent au gouvernement, donc beaucoup de gens qui ont une couverture privée. Fait qu'on va débuter une anticoagulothérapie chez ces gens-là, ma dose prophylactique, là, généralement de la PIX 2.5 BD. Excellent. Et écoute, Marc, il y a encore plusieurs autres questions, mais l'ensemble des choses importantes ont quand même été couvertes. Alors, on remercie Marc Carrier d'Ottawa d'avoir pris le temps de faire le tour de cette question. Question en évolution, comme vous voyez, encore des sous-groupes de patients, des problèmes particuliers qui méritent des réponses. On aura dans les mois à venir de telles réponses. Alors, merci infiniment, Marc. On te réinvitera pour éventuellement une mise à jour. Ouais, merci beaucoup de m'avoir invité, André. À la prochaine. Plaisir, Marc.